dans l'ombre des flamboyantes années 80, mais la roue tourne. Les soirées où la nostalgie 90 est une grande fête font le plein, régressif mais tellement bon. L'imaginaire collectif des années 90 se nourrit de bling bling, de coupe dites Rachel, de string, de bandana, de Wonderbra et de CD, plein de CD. Alors que le Revival 90 pointe enfin le bout de son nez, Direct Star dresse le portrait robot de ces 10 années riches en tubes, en révolution musicale et aussi forcément en bonne blague à revoir en boucle. L'industrie du disque est alors toute puissante. Ils vendent du disque comme on vend du yaourt ou comme on vend des couches. Et dans le genre efficace, on se gave de Rodin. C'est de la musique qui sort de l'usine, c'est la musique industrielle. C'est aussi la décennie du cynisme et de la révolte. Cette génération grunge, en plein spleen, un peu clodo. Un spleen qui voit exploser un phénomène musical et social, le rap. Est-ce que ça rappe? Oui. Est-ce que ça frappe? Oui. Merci, au revoir. La mutation ultime, l'avènement du DJ et des musiques électroniques. C'est une culture qui crache sur la pop, qui crache sur le rock. Alors, que reste-t-il des années 90? C'est ce qu'on va voir. 60% du chiffre d'affaires de la production de disques est réalisé entre octobre et janvier, avec de nouvelles fabrications pour la vidéo et l'informatique. L'industrie musicale tourne à plein régime. Pas de lecteur MP3, pas de téléchargement, légal ou illégal. La cassette vit ses dernières heures de gloire et le CD mène la danse. L'avènement du CD, c'est l'avènement de la réédition. Et voilà comment toutes les maisons de disques ont fait des fortunes en rééditant tout ce qui était déjà sorti en vinyle les 30 dernières années. C'est une deuxième source de revenus pour des trucs qui ont déjà été rentabilisés, donc ils roulent sur l'or. Dans la foulée des années 80, l'industrie du disque va très bien, on continue à s'en mettre plein les fouilles. Ce qui donne l'impression en fait de cette économie florissante, c'est cette consommation absolue du disque. Comme format musical, c'est un monopole absolu. Certains artistes vont surfer sur ce marché du disque en pleine santé. Jamiroquai, c'est Love Me Funk, fils spirituel de Stevie Wonder, avec juste ce qu'il faut de conscience écolo et d'hédonisme pop. Avant même la consécration du troisième album OK Computer en 1997, Radiohead se démarque d'entrée avec un rock dépressif en marge de la Britpop. Les années 90 font figure de consécration pour Etienne Dao, chef de file d'une pop made in France en droite lignée du plus confidentiel Jacques No. Marilyn Manson fait trembler les charts en alliant outrance crasse, mélodie efficace et esprit glam, le fond et la forme. Vanessa Paradis aborde la décennie sous le signe de la réconciliation avec le public français. Caution chanson avec Gainsbourg, caution rock avec Kravitz et on n'a encore rien vu. À l'opposé, la décennie si gourmande en nouveaux profils fait figure d'épreuve pour des artistes déjà installés. Les Rolling Stones surmontent le départ de leur bassiste Bill Wyman et renouent avec une belle inspiration sur l'album Voodoo Lounge. Michael Jackson s'accroche fermement à la locomotive R&B, mais les scandales judiciaires le rattrapent. Dans les années 90, le concept même de pop star est sur le grill. C'est vraiment des années qui expriment ce dégoût, ce rejet de la société de consommation. Et c'est pour ça que les pop stars, qui sont, j'ai envie de dire, la partie la plus marketée de l'industrie musicale, elles vont être mises à mal dans les années 90, puisqu'elles vont être jugées pas assez crédibles
elles vont être rejetées. On en a marre de ces pop stars jetables, de ces pop stars clinquantes, qui reposent finalement beaucoup sur leur maison de disques pour exister, sur des questions d'image, etc. Kylie, elle essaiera d'abandonner, justement, de fuir cette pop futile en travaillant avec des rockers, en faisant un duo avec Nick Cave, mais ça va pas tellement lui réussir et ça fera pas tellement recette Kylie dans les années 90. Les rêves de crédibilité de Kylie s'effondrent quand son album Impossible Princess sort le jour de la mort de Lady Diana. Mauvais timing. Pas facile de rester au top. Madonna mise d'abord sur le tout sexuel et elle va au bout du bout. Bondage, sadisme, triolisme, tout y passe et la star n'a pas dit son dernier mot. C'est des gens qui ont eu l'intelligence de s'adapter tout le temps. Et de Madonna d'aller chercher le voguing, d'aller chercher la musique électronique, de toujours prendre le petit producteur qui allait exploser dans les 2 ans à venir. Elle tombe ensuite dans des abîmes de sagesse avec des productions signées William Orbit. Frozen, c'est le virage de la quarantaine, version Madonna. Les années 90 sont celles où elle s'est imposée comme quelqu'un de, on va dire, de respectable finalement. Elle a joué le caméléon comme David Bowie, comme tous les artistes qui ont finalement fait des très très longues carrières. C'est des gens qui, à un moment donné, sont restés en phase avec leur temps. Mylène Farmer, elle arrive au début des années SIDA, dans un contexte économique pas glorieux, où tout le monde commence à se demander si la décennie va pas être super tristoune, où tout le monde est complètement désabusé. Elle sort un morceau qui s'appelle Désenchanté. Avec le message que ça comporte, dans le contexte où ça sort, etc., Désenchanté, c'est le morceau grunge de Mylène Farmer. La génération désenchantée laisse Mylène Farmer en état de grâce jusqu'à la fin de la décennie. U2 fait aussi sa révolution en entamant un cycle plus expérimental dont le premier écho est le formidable Achtung Baby en 1991. U2 qui était ce groupe un peu pleurnichard, New Wave, avec ce type qui avait cette coupe de cheveux dégueulasse de footballeur allemand. U2 met au placard rock héroïque et point levé pour une approche plus déviante tout en sensualité. Se dépasser, c'est tout le défi de cette décennie. Sur les années 90, tous les gros groupes qui ont survécu, c'est des gens qui ont su se renouveler. Avec l'album Violator en 1990, Dépêche Mode s'éloigne de la pop à synthé pour s'immerger dans un rock au blues crasseux. Là, pour caricaturer aussi, j'ai presque envie de dire que c'est l'album gothique de Dépêche Mode, avec cette rose rouge en plus sur le cover art, sur la pochette. Le chanteur Dave Gahan explore sa dark side et finit la décennie junkie jusqu'au cou, mais Dépêche Mode fait surtout taire les mauvaises langues. On s'est rendu compte de leur importance avec les années 90. On s'est rendu compte que c'était des musiciens, que c'était des producteurs, que c'était des gens intelligents et que c'était des gens qui avaient apporté quelque chose. En marge des mastodontes, l'industrie musicale se spécialise dans les coups avec l'arme ultime des années 90, le CD single. C'est l'avènement du single, du 2 titres, du maxi. Le 2 titres en format papier comme ceci, en fait, était surtout sorti en France avec son logo. Tiens, on en trouve un là, c'est des 2 titres. Une ravissante jeune Suédoise de 20 ans qui chante aussi bien qu'elle danse. Lingerie, mini-short et basket montante, tout un symbole. La carrière musicale d'Indra reste chevillée au début des années 90. Repérée en boîte, cette blonde suédoise collectionne les tubes dance, support idéal du CD single. L'Europe est alors à fond sur l'Eurodance, une musique de club ultra commerciale et terriblement efficace. Ma génération, c'était Snap. Moi, j'écoutais Snap à fond.
Le gros souci avec l'Eurodance, ce sont les paroles. Faciles, tellement faciles, mais propices à être comprises par tous, français, italiens, espagnols. C'est de la musique qui sort de l'usine, c'est la musique industrielle. L'Eurodance, elle était fabriquée vraiment à la chaîne. Il y a un truc de fabrication totale d'un tube qui respecte plus du tout ce qui existait avant, que je trouve assez intéressant. Je crois que c'est une musique qui est plus intéressante que ce qu'on en pense, en termes d'inventivité des sons, de déconstruction de la structure pop, des choses comme ça. L'idée de mettre des chorus rap sur des morceaux électroniques, ça se faisait pas vraiment. C'est des morceaux complètement avec des interprètes complètement interchangeables. Dance is an art that's very connected to music. So if you're a good dancer, you have a strong sense of music that musicians who do not dance don't have. And that's why I wrote those songs on rhythm, thinking of what on this rhythm will make me dance. Tout comme Gala, la caution arty de l'Eurodance, les producteurs du genre développent une véritable science du dance floor qui reste la marque des années 90. Moi j'aimais bien l'Eurodance, mais les gens, c'était la pire des choses. Aujourd'hui, ça me fait rire de voir que finalement, il y en a partout, de Lady Gaga, David Guetta, à Britney, c'est que de l'Eurodance. Dans le décalage, c'est quand même des sonorités, des types de sons dans certains claviers qu'aujourd'hui on réutilise et qu'on est ravi de remettre en place, parce qu'on sait que ça éveille un souvenir qui fait du bien. On se retrouve avec aujourd'hui des sons années 90 dans les productions actuelles. Pourquoi? C'est très simple. Parce que les États-Unis découvrent l'Eurodance. Dans les années 90, techniquement, l'Eurodance était européenne. Du coup, on se retrouve avec des rappeurs, ça a commencé par là, des rappeurs et des producteurs. On s'est retrouvé avec Pitbull qui samplait sur Hotel Room, qui samplait Nightcrawler's Push the Feeling On. Dernièrement, on a eu Eminem, mine de rien, qui a samplé Hadaway, What is Love, sur son dernier album. What is love? La première chose que j'ai fait, moi c'était pas oh il a pris un truc techno, c'était oh putain toute ma jeunesse. Ils vont tous s'engouffrer là-dedans, dans cette espèce de sonorité nouvelle. Ça va être même la première fois en fait de toute l'histoire de la musique américaine où la musique américaine va avoir 15 ans de retard sur le reste du monde. La fibre nostalgique aidant, en réécoutant, ça nous rappelle nos souvenirs de Boom ou de Fête, un Corona, The Rhythm of the Night, on l'entend et presque 10 ans après ou 15 ans après, on se dit qu'il y avait un gimmick, il y avait un truc qui fonctionnait. Ça continue de me donner un sourire et je sais pas trop où il se situe. Parce qu'en fait, c'est pas... Je souris pas en disant ouais non mais je déconne, non pas du tout, je souris parce que ça me fait du bien. Et donc pendant que les Américains découvrent l'Eurodance, la France remet les stars de la grande époque sous les sunlights. Place à la tournée des années 90, chorégraphie impeccable, jeu de jambes interminable, retour vers le futur. People are very here for us, they come for sing and dance 90 songs. Renouveler de nouveau cette tournée des années 90, ça te remet... bon, j'ai plus 20 ans, mais c'est comme si j'avais 20 ans de nouveau. And this is like a gift from the God. La tournée des années 90 a fait le plein et revient à l'automne prochain. Ça nous remet au bout du jour, en fait, finalement. Ce qui n'est pas mal du tout. Bien marché, on y va. C'est d'ailleurs un héritage des années 90 où la musique devient une industrie plus calibrée que jamais. On commence à rentrer dans les maisons de disques des gens qui viennent d'écoles de commerce. On utilise le marketing à outrance. Ils vendent du disque comme on vend du yaourt ou comme on vend des couches.
avec des segmentations, des profils consommateurs et tout ça. Du yogourt au disque, il n'y a qu'un pas. Who do you think you are? Traduction, non mais pour qui tu te prends? En langage marketing, on appelle ça le girl power. Ça vraiment, le fait d'avoir enrobé ça dans une espèce de féminisme de pacotille avec le girl power, ça c'est tout le talent des responsables marketing des maisons de disques de l'époque qui à mon avis avaient vraiment raté leur vocation pour aller travailler dans des agences de pub. Être une femme à poigne devient un excellent argument de vente, tout style confondu, de Gala à Madonna, en passant par Gwen Stefani ou les Spice Girls. Et même la mignonne Brandy tape du poing sur la table, bien aidée par son entourage professionnel, sauf que là on y croit encore moins. Le réalisateur Dave Meyers et moi-même avons d'abord discuté du clip au téléphone. Il me parlait de tous ces concepts un peu fous, comme tenir en équilibre sur une pyramide de mecs, qui symboliserait ma force et ma capacité à surmonter tous les coups durs de ma vie. Puis arrive la batte de baseball, et j'envoie balader portable et pager, juste pour dire que j'en ai marre. Dans les années 90, la chanteuse n'a pas forcément besoin d'être tirée à 4 épingles, elle doit s'affirmer et cette émancipation sera largement exploitée par les labels et les médias. La forme c'est sympa, la substance c'est mieux. À l'époque, la figure, l'icône féminine qui cartonne dans les charts, c'est une fille naturelle qui a quelque chose à dire. On a commencé à avoir des idoles féminines plus complexes, avec une capacité à être à la fois très forte et très fragile, de très très bonnes musiciennes, et en même temps qui géraient leur boîte, qui géraient leur groupe. C'est dans ce contexte propice que la planète pop voit débouler une artiste islandaise audacieuse et givrée. Je crois qu'on ne mesure pas à quel point Björk a été importante pour la musique et pour l'image de la femme. Parce que Björk était à la fois extrêmement féminine, femme-enfant, fragile, en même temps avec un coffre dingue. Elle faisait tout toute seule. Pas facile à suivre Björk, mais tellement douée. I wake up in the morning, I dress and I eat breakfast and I take my vitamins. And then I go out and hunt for experience. And if I'm lucky, I get a song. Observons maintenant une PJ Harvey. À première vue, les codes de la séduction sont là. Robe de soirée décolletée, cheveux choucroutés, mais son rouge et ses ongles de sorcière donnent un résultat qui fascine autant qu'il dérange. PJ Harvey, elle avait, pareil, d'un seul coup, cette crédibilité de « je suis une femme, je souffre, je le crie très fort ». Caractère bien trempé, le fond avant la forme, une voix qui brille autant dans le rap que dans la soul, Lauryn Hill règne sur les charts dans les années 90. La New Soul vaut aussi le sacre d'une diva anticonformiste au possible, la grande Erykah Badu. J'ai souvenir de l'arrivée d'Erykah Badu. Peut-être c'est la suite de Saadé, de ces filles un peu classe qui arrivaient avec un petit groove et en même temps une voix et puis oui, une sorte de classe quoi, de présence, de classe. Avec Alanis Morissette, tout est affaire de cris. Alanis Morissette, quand vous la croisiez dans la rue, elle ressemblait à toutes vos copines de l'époque. Elle avait son jean cheveux déchirés. Je veux dire, Nathalie Imbruglia, quand elle triomphe avec Thorn, elle porte un sweatshirt mochissime. Donc on n'est plus dans le superficiel, on n'est plus dans le look, on est vraiment dans cette espèce de quête de crédibilité. Ça tombe bien, le superficiel et les breeders, ça fait deux. La seule préoccupation des sœurs Dill, c'est le rock. La
La figure de la rockeuse qui se venge, qui trache ses ex ou réveille nos consciences, ça c'est définitivement années 90. Napster, un principe simple. Sur Internet, tapez le nom de votre groupe préféré, téléchargez et écoutez. Et pourquoi pas copier sur un CD, un système gratuit qui a attiré 38 millions d'adeptes. En tout, 14 000 chansons échangées toutes les minutes. Mais en quelques mois, Napster est également devenu l'ennemi numéro 1 des maisons de disques. Elles ont toutes porté plainte pour violation des droits d'auteur. Si finalement les gens n'ont pas de respect pour la musique, aujourd'hui la télécharge gratuitement et tout ça, c'est aussi parce que les maisons de disques nous ont pris pour des cons pendant longtemps. Le souci vraiment d'Internet par rapport à la musique, et notamment en France, c'est que les gens dans les maisons de disques n'en ont pas voulu. C'est des années vraiment où les maisons de disques sont presque figées dans leur certitude. MySpace, ça aurait dû être inventé par les maisons de disques. Ils sont passés à côté du truc complètement. Les trouvailles les plus intéressantes pour promouvoir la musique ne viendront pas des maisons de disques, mais bien de ces nouveaux acteurs dilettantes et néanmoins redoutables. L'industrie musicale ne saisit pas la mesure des révolutions technologiques qui s'amorcent à la fin des années 90. Copies de CD, format MP3, téléchargement, qui préfigurent l'explosion des réseaux sociaux. La France a toujours fait des choix pour la musique extraordinaires. Le Minitel à la place de l'ordinateur. Ils mettent des bâtons dans les roues des gens qui voulaient pas diffuser de la musique sur Internet ou la partager. Donc ça a été très bien. Au moment où le monde entier commençait à s'ouvrir à la musique et à plus avoir de barrières par rapport à la nationalité et aux influences musicales, on a collé les quotas. I mean, come on. Too much money. They've been too much money for a long time. And that's the response. You know what I mean? The thieves will be robbed. Elles méritent totalement ce qu'elles ont en ce moment. Personne ne trouve d'équilibre, mais en attendant, les auditeurs peuvent écouter plus de musique que jamais et les artistes peuvent se promotionner et se développer et ont une vitrine qui n'avait pas d'équivalent jusqu'alors. Et puis avant de refermer ce journal, regard sur la dernière mode, sur le dernier truc du showbiz pour conquérir le marché des adolescents. Aujourd'hui, les marques de disques forment des groupes qui chantent et qui dansent des tubes écrits sur mesure, des boys bands comme on dit. C'est vraiment le paroxysme du marketing et j'ai envie de dire le paroxysme du cynisme. C'est-à-dire qu'on prend vraiment 4 mecs dans une salle de gym, on les prend comme ça pour leur belle gueule. On s'en foutait royalement qu'ils sachent chanter ou pas. On leur faisait enregistrer un truc efficace ou pour les installer en France, on leur faisait faire une reprise de Je te donne, je pense au Worlds Apart par exemple. Je te donne un tout, notre indicible espoir. Les questions qui les routes sont laissées dans l'histoire. Écoute ça sérieusement, passé 14 ans, il est temps de consulter un psy. Les boys bands sont emblématiques de cette décennie du cynisme et du voyeurisme. Perdu de vue ou encore La Nuit des héros installe la télé-réalité dans un contexte où le boys band n'est plus si loin des lofters. Après, on comptait sur l'aspect hormonal de la réussite, des gamines qui hurlaient devant ces nouvelles idoles, etc. C'est probablement la première génération de femmes pour qui la question de travailler ou de rester à la maison ou de se marier, etc. n'existait pas. Donc on a des filles, des petites filles, des premières Lolita de 13 ans, hyper délurées, avec le droit d'exprimer leur sexualité et à qui on met en pâture de jeunes garçons qui acceptent d'être des objets. Ces fantasmes sur pattes se touchent à foison et prennent des poses totalement naturelles. Certains ont ensuite fait carrière dans le tombé de slip. Après, j'ai Squad, oui, il y en a qui montent sa bite dans des calendriers.
Quelques années après la fin de l'aventure G-Squad, Gérald s'exile aux États-Unis. Depuis les States, il va continuer à assouvir plusieurs de ses passions. La peinture. Gérald adore peindre nu face à une montagne. Il y a l'autre qui fait du... Comment il s'appelle Quentin Alliage. Quentin d'Alliage qui fait croire qu'il n'est pas homo et qui tourne dans des films porno. On commence à se rendre compte que la génération Loft et que la génération... tous ces gens qui ont accepté d'être des produits et d'être des objets de consommation, ces gens s'en sortent plus ou moins bien et souvent très très mal. On commence à voir les rouages, on commence à voir que finalement c'est des gens à 80% qui n'ont aucun talent, qui sont bien entourés, qu'on pousse, qu'on presse comme des citrons, qu'on jette dès que ça marche plus. La disparition tragique de Philippe Nicolic se passe de commentaires. Musique jetable, homme-objet avec date de péremption, ici beaucoup d'appelés et 2 élus, Robbie Williams et Justin Timberlake. On est tellement loin des folles années 80. Les années 80, c'est-à-dire que c'était des années où tout se passait bien, l'économie allait bien. C'est les années Dallas, l'argent, le rêve américain. C'était la grande période des Golden Boys. On parle des années Palace, on parle à New York des clubs. C'était la période où on essayait beaucoup de choses. C'était la période de l'exubérance, c'était des clips à gros budget, c'était plein de pop stars hautes en couleurs. C'était une décennie de fiesta. Dans les années 90, on est plutôt dans une décennie de désenchantement. C'est une décennie où le contexte est beaucoup moins gai. C'est une décennie où il y a la crise, le chômage, ce sont les années SIDA. C'était le grunge, la misère, l'angoisse. Et ça, c'était peut-être un tout petit peu moins glamour. Vous avez aimé les punks et les hippies, vous adorerez les grunge. C'est un mélange des deux, à la fois nos futurs et liberté absolue. On refuse toute obligation, on baisse les bras, on vit dans le présent. Et comme le futur c'est la dèche et le chômage, on fera des petits boulots, alors ça sert à rien de travailler. Qu'est-ce que tu feras pour vivre? Des petits boulots, je sais pas, je conduirai un bus, je vendrai des glaces. C'est la décennie du spleen, c'est-à-dire que on a commencé vraiment à s'inquiéter du sida fin des années 80. Donc les gamins qui sont arrivés avec une sexualité qui aurait dû s'épanouir et être heureuse dans les années 90, on leur a dit si tu baisses, tu meurs. Et qui mieux que Nirvana pour représenter cette jeunesse white trash qui ringardise le hard rock lycra de papa pour acclamer le grunge. Le grunge, ce qui est génial, c'est une révolution dans les années 90, parce que c'est l'entrée d'une scène alternative dans les charts. C'était la première fois dans l'histoire de la musique où on avait le droit de ne pas être un grand technicien, mais plutôt Nirvana particulièrement, tu vois, ces 3 riffs, ces 3 machins hérités du punk. Et finalement, c'est ce qui marche, c'est ce qui marchait, c'était le cœur. Ce clip de Soundgarden s'incruste dans une banlieue américaine façon Desperate Housewives où tout le monde semble avoir un grain. Famille modèle, société de consommation, de Pearl Jam à Alice in Chains, le grunge crache dessus, c'est la génération X. Le rêve américain s'écroule aux États-Unis aussi dans les années 90. Cette génération grunge en plein spleen, un peu clodo. C'est pas anodin quand on y réfléchit, cette mode du jeans troué. C'est-à-dire, vous, avec vos jeans de marque, on vous emmerde, quoi. Nous, on s'en fout, on est là, on passe sur MTV en boucle, et nos jeans, ils sont pleins de trous, comme des clodos. Le mouvement grunge a été décimé par les abus de drogue et surtout par la mort d'un Kurt Cobain mal à l'aise dans ses baskets de rockstar. Il laisse le champ libre à des groupes musicalement plus complexes, comme Smashing Pumpkins, qui creusent encore plus dans le malaise ambiant de l'époque. Ce durcissement de la musique est assez logique parce que dans les années 60, on a créé les styles. Dans les années 70, c'est né le hard rock, le premier hard rock, et qui était une évolution du rock. Donc plus tu avances en fait dans le temps et plus tu as tendance à aller explorer les franges et repousser de plus en plus loin les sons. Ce rock au son lourd prend des chemins incroyablement groove avec les Red Hot Chili Peppers. Fin des années 80, il y a eu ce qu'on a appelé la Black Rock Coalition. C'est
tous ces groupes de Living Colour, aux Red Hot Chili Peppers, etc., qui ont eu envie de mélanger les noirs, les blancs, le hip-hop et le heavy metal, rock, grosse guitare. Le métissage des années 90, c'est vrai que c'est né là, et les premiers métissages sont des métissages de deux choses, finalement, de deux courants assez lourds qui vont être remis en un seul. Le néo-metal, le hip-hop et le metal. Les sons extrêmes ont effectivement la cote. Limp Bizkit cartonne alors avec la bande originale de Mission Impossible. Et ces gens ont vraiment créé un déclic avec après, sur les années 90, les Rage Against the Machine, etc. C'est-à-dire cette capacité à être groove et à allier un certain nombre de musiques ensemble. Avec Rage Against the Machine, le propos se durcit sur le fond et la forme. Le groupe incarne la contestation au plus haut des charts. Le fond de l'air est décidément très lourd dans les années 90. Vous avez tous les labels américains qui allaient vers un rock plutôt dur. À l'opposé, le Royaume-Uni cherche une bouffée d'air, ce sera la Britpop, parenthèse dorée des années 90 et véritable pied de nez au mal-être ambiant. Oasis, Blur, Suede, Supergrass ou encore Pulp incarnent ce superbe sursaut d'orgueil de l'histoire musicale britannique. Le phénomène de la Britpop est incombé à plusieurs personnes. On parle de Suède. Le premier album de Suède serait le premier album de Britpop. Maintenant, ce qui a théorisé, entre guillemets, la Britpop, on va dire que c'est Damon Albarn, c'est Blur. Pourquoi? Parce que leur premier album est sorti en 91, Leisure, et à l'époque c'était du showgazing. C'est-à-dire ces types un peu dépressifs qui regardaient leurs pieds et qui faisaient une musique un peu planante, hypnotique à la guitare. Il n'y avait pas encore le son Britpop tel qu'on le connaît, et le problème c'est qu'ils sont tombés nez à nez avec Nevermind de Nirvana. Et du coup ça s'est très très mal passé, ça veut dire que le grunge a totalement envahi l'île. Et l'Angleterre était totalement grungy à mort. Et à un moment donné, la réaction, ça a été de dire oui, bah, tiens, et si on faisait un truc où on sautait en l'air et c'était fun et on parlait de l'Angleterre et du prolétariat, la working class. Common People parlait d'une fille de classe sociale élevée qui pensait que si elle allait vivre dans les quartiers pauvres, elle deviendrait quelqu'un de plus intéressant et qu'elle s'endurcirait à vivre dans des conditions précaires. Mais étant donné qu'elle peut s'échapper de cette misère sociale quand elle en a envie, elle ne connaîtra jamais la réalité du prolétariat. Elle ne sera jamais comme ces gens ordinaires car elle a le choix de vivre sa vie de la manière qu'elle souhaite. Les pauvres n'ont pas le choix. Vivre comme les gens ordinaires, Dixie Pulp, la Britpop ou comment allier posture dandy, humour so british et conscience sociale. La Britpop s'est exaltée le bouillonnement de la jeunesse comme Supergrass. Elle s'est aussi se vautrer en beauté dans un hédonisme roublard façon Blur. Ce qui a été fascinant avec l'arrivée de ces groupes-là, c'était qu'ils revendiquaient des sonorités anglaises et ils revendiquaient une culture anglaise. Damon Albarn a créé le son qu'on va dire Britpop en reprenant des éléments de toute la pop britannique finalement des années 70-80, Madness, Special, The Jam, les Kings pour aller au plus vieux. Dans une contrée où le jeune hésite entre faire rocker ou footballeur, on vit la Britpop comme une religion dont le culte reste tenace avec les reformations de Pulp et Suede. Casquettes à visière, blousons, survêtements, chaussures de jogging. Pour bien affirmer leur existence, beaucoup de rappeurs portent des tenues sportives. Certains d'entre eux signent leur nom sur les murs des villes avec des bombes de peinture. On appelle cela un tag. Au début, quand je suis arrivé, je connaissais pas le rap. C'était Michael Jackson, Bob Marley, comme beaucoup de gens. Et petit à petit, j'ai découvert le hip-hop. Les artistes qui m'ont mis dedans en premier, bon là c'est vraiment les générations 90 qui vont savoir, c'est Chris Cross. J'avais le même âge que eux, j'étais petit, je me voyais, ils jumpaient, ils avaient la dégaine, bon, ils avaient les habits à l'envers pour nos parents, c'était fou, mais pour nous c'était stylé, on les voyait jumper, ils avaient des tresses, ils avaient la dégaine, ils faisaient des morceaux que tout le monde aimait. On rêvait à travers leur musique.
'Cause inside out is wicked and wicked and wicked and whack. Bonjour les frères et sœurs, voici l'heure maintenant. Bunny B. Le rap passe à la vitesse supérieure dans les années 90. Merci Chris Cross et merci Benny B. Ils sont un peu dans cette famille. MC Hammer, Chris Cross, Vanilla Ice, c'était vraiment cette famille. C'était le truc qu'on voulait absolument pas faire et c'était des trucs qui cartonnaient absolument. La France s'impose dans les années 90 comme l'autre pays du hip-hop. C'est un véritable phénomène social. Une autre France prend enfin la parole. J'étais comme un fou, je travaillais à fond au studio, je faisais des maquettes. Je me rappelle qu'un jour j'avais été avec ma maquette au bureau du secteur A pour leur proposer un peu, je devais avoir quoi, 15-16 ans. Dans les quartiers, c'est pas Blur qui fait rêver, c'est plutôt le secteur A, Assassin, Supreme NTM ou encore IAM. Tous les gros labels signent un puis plusieurs projets, c'est véritablement l'âge d'or du rap français. On en a parlé comme ça parce que tout d'un coup il y avait un marché aussi. Parce que depuis longtemps, la France était quand même au niveau du hip-hop, je veux dire Africa Bambaataa et tout ça, là, ils sont venus tôt ici. Et on en a parlé dans les années 90 parce que tout d'un coup, financièrement, ça commençait vraiment à représenter quelque chose. Nous sommes venus sur place, sur leur territoire, interroger les membres du groupe NTM. On fonce dans le tas avec une envie d'en découdre et une musique qui dévoile un énorme potentiel. Il y avait vraiment un éclectisme. C'est qu'il y avait vraiment de tout, il y avait une richesse, il y avait du fond. Et il y avait aussi le fait des trucs super légers où on voulait juste, on se prenait pas la tête, il y avait vraiment de tout. Le hip-hop français dans les années 90 en fait avait ce côté finalement pop dans le sens populaire du terme, où on pouvait reprendre en chœur, on pouvait danser dessus. Le rap français des années 90, c'est aussi un MC Solar qui tend des perches à la chanson à texte. Diversité toujours avec Alliance Ethnique qui ajoute une note plus funky à la palette rap. Et c'était un hip-hop qui était très positif, qui était musicalement extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y avait du son, ça groovait. Le premier album de Gynéco, il est allé le produire. C'est un des seuls mecs qui n'a pas voulu faire son album quand il était signé sur Virgin. Il n'a pas voulu le faire avec du sample. Il a dit non, non, je veux aller à LA et je veux les meilleurs musiciens de studio. C'est pour ça quand t'écoutes encore, viens voir le Docteur, Vanessa, Nirvana, c'est des sons qui sont tellement mais groovy parce que les mecs derrière, il y a des brutes de studio. Pour son Mia, IAM sample Gimme the Night de George Benson. Résultat, un tube et un retournement de dance floor. IAM, c'était je danse le Mia en premier. Et là, je me suis éclaté. Je danse le Mia, j'ai dit, oh les mecs, c'est des mecs de chez moi, ils parlent comme moi. Tout ce qu'ils décrivent, c'est ce que les mecs que je vois en bas de chez moi. C'était énorme. Et là, je commence à rentrer dans les morceaux d'IAM. Petit à petit, les morceaux engagés, conscients. Des albums comme Ombre et Lumière, ils sont arrivés dans le paysage musical du rap. Complètement atypique, où on avait vraiment des instrus basiques, très hip-hop. Les albums comme ça, ils sont arrivés en créant une originalité, vraiment un style à part entière qui a fait la particularité d'IAM. On avait un peu plus la volonté de faire de la musique avant tout, même si dessus les lyrics étaient réfractaires, enfin il pouvait avoir n'importe quel style de lyrics. On avait l'envie de faire de la musique. Mais elle m'a mis la fière pendant des heures. C'est quelque chose qui nous ressemble. On a toujours voulu faire du dance floor aussi avec Joey. Le hip-hop, c'est aussi ça. C'est aussi des disques qui tournent en soirée pour faire danser les gens. Donc voilà, c'était aussi l'envie que j'avais. NTM file un coup de pouce à un jeune collègue du 9-3, Bustaflex. Non, mais c'est pour la rime. Et si je veux être un vrai bad boy hostile qu'on respecte dans la ville. Pas le temps pour les regrets. Les croûtes se multiplient et révèlent un Oxmo Puccino ou un Booba. Bref, des groupes phares, pléthore de styles et un underground foisonnant qui peut enfin s'exprimer. Équivaut à l'esprit de ce qu'il est, c'est trop. En professionnel, je m'oppose. Enrobé par la voix dans un interphone. Nous, on était à Strasbourg, on faisait nos trucs, on voulait vraiment représenter notre coin. Il y avait vraiment cette envie de dire voilà comment ça se passe chez nous, etc.
C'était particulier, c'était bien. Hardcore comme reconnaître cet or. Un collectif comme la Mafia Quinfri verra émerger Ideal J, Kerry James, Rof, Le 113 et aussi DJ Mehdi, prodige des compos rap à 15 ans, qui s'est fait un nom sur la scène électronique en signant sur le label Hype Headbanger. Ceux qui m'ont donné envie de rapper, c'était aussi Dr. Dre, Snoop Dogg, Dogg Pound, depuis Nas, Jay-Z. Tout comme le cinéma d'Hollywood, l'industrie musicale américaine est une usine à rêve qui déploie ses charmes dans le monde entier. On rêve de Brooklyn, New York avec Jay-Z et d'attitude gangsta californienne avec Tupac. Aux États-Unis, tu avais à la fois des très gros succès, les succès de Snoop ou ce genre, et en même temps, tu avais des groupes comme Mobb Deep qui étaient un peu underground, mais en même temps, voilà, il y avait Big, il y avait et c'était une époque incroyable. Et puis ça écrivait, il y avait vraiment du fond, il y avait un truc. Moi, je suis à l'école Wu-Tang. Ça veut dire que j'étais vraiment anti-bling-bling. Presque, je dirais, j'étais sale. Certains transforment leurs méfaits en disques d'or. D'autres développent un rap dit alternatif en rupture avec les codes de la rue. D'autres encore vont vers un hip-hop complètement intégré à la culture populaire. Un hangar à l'extérieur de Paris, une sono d'au moins 20 000 watts et tout est prêt pour passer une nuit de rêve. La rave, mot anglais qui signifie délire, repose avant tout sur une musique, la techno, un rythme effréné qui peut atteindre 180 battements par minute. Il y a eu la grande rave des transmusicales de Rennes en 92, où d'un seul coup on a pris conscience, le monde de la musique a pris conscience qu'il se passait quand même quelque chose dans la musique électronique. Leroy et moi, quand on avait à peu près 18 ans, on a commencé à sortir dans les rave parties au moment où ça a débuté en Angleterre. Effectivement, les rassemblements festifs plus ou moins organisés se développent à vitesse grand V. Je me souviens vraiment de m'être éclaté à sortir le week-end pour aller en rave party. Toute la semaine, on vivait vraiment que pour le week-end. The Prodigy est issu de cette scène rave qui délaisse les clubs pour investir hangars et entrepôts afin que la fête soit encore plus folle. J'aime le côté barré, festif et libéré de la philosophie de la scène rave. Toutes les raves en Angleterre qui ne pouvaient plus exister là-bas ont migré vers la France. Et la France a pris le relais de la musique électronique. Le nombre de raves qui ont été arrêtés dans les années 90 par un préfectoral et les mecs qui faisaient des free parties qui faisaient pas forcément de mal à une mouche, bon, à part qui sabotaient un peu un terrain, un champ ou un truc comme ça. Ils voyaient les CRS débouler, on coupe tout, etc. Les CRS avec les chiens, etc. Les autorités multiplient les interdictions et mettent le holà sur des free parties qui ont pourtant le mérite de se développer hors des circuits commerciaux. Le mouvement reste marginal, mais la techno bouleverse la musique. Les outils de la musique électronique sont arrivés, on s'est rué là-dessus parce que tout d'un coup il y avait un espace de créativité, il y avait quelque chose qui était... Il y avait moyen de faire quelque chose de très frais, très neuf. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une espèce d'adhésion assez incroyable de la jeunesse pour ce son. Il y avait ce désir d'être underground. Il y avait vraiment ce désir, déjà parce qu'on n'imaginait pas que cette musique puisse avoir du succès. Et puis il y avait aussi cette fierté de faire une musique un peu spéciale, pas forcément très accessible, quelque chose qui nous semblait pointu. Bonsoir, on va vous jouer un petit morceau qui s'appelle Flashback. Flash parce que je l'ai écrit un soir d'orage, et back parce que je trouve que les études c'est quand même vachement bien. C'est une culture qui crache sur la pop, qui crache sur le rock, qui aime pas du tout ce qui peut être un peu kitsch, qui aime pas ce qui est commercial. Ça aussi, quelque part, c'est l'héritage du grunge. C'est genre nos stars, quoi. On n'est pas des stars, on s'efface derrière la musique. C'est ça, les années 90. Les années 90, quand même, c'est on s'efface derrière la musique. Parce qu'il faut être crédible. Parce que si tu te mets trop en avant, c'est toi qui es crédible, mais pas ta musique. On t'est prêt, là? Les guitares, c'est un peu l'ocarina à cette période. Laurent Garnier incarne bien cette génération d'artistes qui donne ses lettres de noblesse au genre. À la base, c'est loin d'être gagné. Pour le grand public, techno égale boom boom égale drogue. Au début des années 90, musique électronique égale, pour beaucoup de gens, malheureusement,
égale techno, juste techno, égale boom boom, un truc binaire, un truc hyper répétitif. La techno au départ c'est une musique de dégénéré. À l'époque j'étais sur une radio rock, d'avoir passé les Chemical Brothers dans mon émission et d'avoir reçu des dizaines de coups de fil d'insultes de gens qui disaient arrêtez ce rap. Je crois qu'on peut même parler de journée historique pour les adeptes français de la techno. Ils voulaient une fête comparable à la Love Parade de Berlin. Eh bien, ils l'ont obtenu. Et ce soir, donc, un grand concert gratuit, place de la Nation, jusqu'à 23h. Un concert auquel participent les plus grands DJ de la planète, comme Laurent Garnier, le français. Un concert à l'occasion duquel cette place de la Nation se transforme en véritable piste de danse. Au départ, ça se crée parce qu'il y a un truc de militant, c'est-à-dire que les DJ n'ont pas de statut, les clubs sont compliqués, sont fermés et tout ça. Et puis il y a surtout un truc, c'est que c'est très très associé à la drogue et à l'ecstasy. Le mouvement techno essaye un peu de prendre ses distances et dire que non, c'est pas de la drogue, il y a aussi de la création, de la musique et tout ça. L'association Technopole devient ainsi la vitrine officielle d'un mouvement en soif de reconnaissance. Les gens, avec la crise du disque qui est arrivée à la fin des 90, ils gagnent plus d'argent et tout ça, donc ils sont obligés de s'ouvrir. Et puis aussi, ils sont obligés de s'ouvrir au live, ils sont obligés de s'ouvrir à un plus grand public, au hit parade. Donc les morceaux se raccourcissent, on est dans une structure plus pop. The Child, qui est un morceau purement électronique avec un sample vocal, mais le sample, je pense, lui servit pour construire une chanson. Et c'est là tout l'enjeu, faire oublier les drogues pour mettre en avant les artistes. La tête de gondole idéale, ce sera la French Touch. Après l'Europe, les États-Unis découvrent à leur tour la French Touch. Daft Punk, Air, Dimitri from Paris, ces noms sont encore peu connus du grand public en France. À l'étranger, en revanche, les nightclubs ne jurent plus que par les DJ français. Daft Punk, 1 100 000 albums vendus à l'étranger. Air, un album classé aux États-Unis parmi les 10 meilleurs de l'année. Et Stardust, que cette boutique diffuse à longueur de journée, c'est 1 200 000 titres, soit 50% des ventes du dernier Céline Dion. On avait tous eu les démos de ces groupes-là à Paris et personne n'en a voulu. Les Inrock, quand le premier album des Daft Punk sort, ils disent que c'est du paix de lapin, tu vois, ou des trucs comme ça. Sacré français. Le renouveau house amorcé au milieu des années 90 replace la France sur la carte de la sono mondiale. L'heure de la revanche a enfin sonné. Sacré français. Depuis des années, on avait les Anglais qui se foutaient de notre gueule terriblement. Bon, ils voulaient bien écouter un peu les Négresses vertes, la Mano Negra. J'ai trouvé ça un peu ethnique. Ça faisait bien longtemps que les Français n'étaient pas présents dans les charts en Angleterre. Ça faisait bien longtemps que les Anglais n'avaient pas chroniqué des albums français dans les pages de leurs magazines. En plus, dès qu'on essayait de chanter en anglais, on était ridicule parce qu'on avait un accent dégueulasse. À l'époque, c'était pas glamour, maintenant ça l'est un petit peu plus, mais à l'époque, ça l'était pas. Daft Punk, Cassius, Bob Sinclair, Air, Laurent Garnier et Étienne de Crécy, la fin des années 90 palpite au rythme des sorties françaises qui rivalisent d'ingéniosité. Après, il y a un vrai son français dans les années 90, c'est-à-dire la boucle filtrée, avec des grosses basses et mis un peu en boucle. Yo, that's a good song. Oh, thanks. Mine de rien, encore aujourd'hui, tu peux écouter les morceaux de French Touch. Tu peux écouter le premier Daft Punk qui date de 96. Il est encore hyper moderne. Daft Punk, c'est quand même un truc que nous envie le monde entier, quoi. Les musiques électroniques inaugurent une ère de stars sans visage où l'anonymat devient une valeur ajoutée. Daft Punk exploite à fond le filon. Et du coup, ils inventent toute une mythologie autour. C'est-à-dire, on va être casqué, on va être des robots. En plus, c'est une mythologie qui n'est pas fixée dès le départ. Et finalement, ils créent tout un espèce de monde parallèle, plus les vidéos. C'est les premiers qui vont voir Gondry, c'est intelligent. Michel Gondry joue la carte de la chorégraphie quelque part entre le Yuki de Richard Gottener et les pubs à frites végétalines. Sauf que là, chaque groupe de personnages représente un instrument. Les deux robots de Daft Punk, c'est les plus grandes pop stars de la scène électro. Et puis je crois qu'ils ont saisi un truc qui est aussi
le côté adolescent des années 90. Si Daft Punk va chercher Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator, Monsieur Oiseau s'éclate avec la peluche flatérique, régression totale en phase avec l'époque. Je pense que la French Touch a vachement favorisé la nouvelle image du DJ, avec des gens comme Bob Sinclair, etc., qui se sont mis en avant. La scène électronique a trouvé ses héros. Avec Bob Sinclair, le DJ va vraiment investir le devant de la scène. Bob, plus que Guetta, c'est encore plus symptomatique. C'est quand même un mec qui commence avec son petit label, avec son label. Il sort quand même Motorbass, il sort la Feinte Mob. Depuis que j'ai créé le label Yellow Production en 93, j'ai toujours eu une vision de moi en tant que producteur et pas en tant qu'artiste. Donc j'ai toujours aimé réunir les gens, les musiciens, être avec eux en studio, partager des moments, créer des groupes comme Réminiscence Quartet, comme Mighty Bob, la Yellow 357. Et ensuite Bob Sinclair est venu naturellement comme un projet. Donc je me suis mis plus en avant et ça me permet aujourd'hui à travers ce nom et ce succès de pouvoir produire différentes choses et puis faire ce que j'ai envie de faire. Il y a ce machin qu'il fait avec les Daft Punk qui est Gin Tonic, qui reprend un vieux sample d'aérobic de Jane Fonda. Et puis ça rencontre du succès, je crois qu'il doit commencer à gagner de la thune avec ça. Et tout d'un coup il se dit, ça suffit l'underground, voilà, je vais pas à 50 ans vivre au SMIC. Ce même DJ va émerger dans le rock et dans le rap, exemple Beastie Boys. Dans le rap, c'est même une évidence, le DJ est à la base de toute l'histoire. La musique d'abord, le MC ensuite. À une époque, tout le monde voulait être DJ. C'est-à-dire le truc, c'était DJ, rappeur, c'était vite fait. À 18 ans, quand j'ai vu un DJ mixer 2 disques ensemble, faire des scratchs, avoir toute cette culture du hip-hop autour de la musique, enfin, moi ça m'a bouleversé. Et notamment grâce à des gens comme Rakim. Tout d'un coup, le MC, il a commencé à vraiment être MC. Mais quand même, le DJ, c'était Eric B. and Rakim. Pour NTM, tu avais DJ S. Pour MC Solar, tu avais Jimmy J. Tu avais K-Ops chez IAM. Dr. Dre, c'est d'abord un DJ. Tous ces gens-là, c'est des... En fait, si tu regardes bien, c'était le truc. Tout le monde voulait être DJ. Plus encore que le DJ, celui qui va dominer la décennie, c'est l'homme derrière les manettes, le producteur. C'est sa patte qui amènera le R&B dans les vestiaires du hip-hop, par exemple. La carrière de Mariah Carey y trouve d'ailleurs un second souffle plus dégagé sur les côtés. Les productions de R&B à la fin des années 90, c'est ce qu'on peut trouver de plus moderne, de plus innovant dans la scène un peu plus large de la pop music. Des gens comme Timbaland, etc., qui vont commencer à apparaître. C'est des gens qui vont cristalliser une volonté d'essayer de commencer à expérimenter, quoi. Sous la houlette du producteur Dr. Dre, Snoop Dogg sera au top dès son premier album Doggy Style en 1993. C'est l'avènement du son DJ Funk, la bande-son du rap gangsta, qui sample de grosses tourneries funk à la George Clinton. Tout d'un coup, j'ai l'impression qu'avec les années 90, on commence à s'intéresser aux producteurs et à se dire que le mec peut faire beaucoup dans le son et dans la carrière d'un groupe. Mais en même temps, c'est normal parce que comme c'est des home studios et qu'il y a de plus en plus de machines, le producteur, c'est le mec qui sait gérer tout ça. Tant que ça peut nous éviter des naufrages R&B, on dit vive le producteur et non au morphing dégueulasse. Finalement, la grande révolution des années 90, c'est le début de la fin des tribus. Exemple avec US3, qui sample ici le grand jazzman Herbie Hancock. En Angleterre, il y avait déjà ce gros mélange de sons début des années 90. Déjà amorcé par la folle scène de Manchester dès la fin des années 80, les barrières entre les styles vacillent. Un peu d'électro, un peu de hip-hop, un peu de rock, et on mélange ça et ça donne effectivement le big beat à Brighton, le trip-hop à Bristol. Grâce à ces mouvements émergents, les musiques électroniques s'affranchissent enfin des préjugés. C'est vraiment ce qui permet aux ceux qui sont vraiment réticents à l'électro, qui sont vraiment dans une structure pop ou rock, de commencer à aimer la techno.
Portiched, je veux dire, moi je me rappelle, dans les fin des années 90, le premier album de Portiched, mais tout le monde l'avait, quoi. Démonstration avec un Moby qui va puiser dans les richesses de la soul pour pondre son plus gros succès à ce jour, l'album Play. La culture du sample s'impose ainsi tout au long de la décennie. Les années 90 ont vraiment permis ça, c'est de briser toutes les barrières musicales et tous les tabous. Aujourd'hui, tu peux très bien écouter Radiohead et Lady Gaga, ça ne choque personne. Donc ça, c'est vraiment l'héritage des 90s. Choc des générations ou simple appât du gain, The Verve perd quand même tous ses droits sur cette chanson au profit des Rolling Stones, tout ça pour un malheureux sample. Cette culture mondiale de la musique, elle est acquise, donc et ça c'est vraiment créé dans les années 90. Le tube de Delight résume à lui seul la grande fête des sons des années 90. Un russe, un japonais et deux américains qui samplent à gogo et invitent en studio des légendes du funk et du rap. Voilà.